Bien, bonjour à tous. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Guy Esnik. En quelques mots, je vais vous présenter la production protéiforme de notre collègue. Guy Esnik est donc docteur en littérature comparée, agrégé de lettres. Il enseigne le cinéma et la littérature au lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Il est également chargé de cours à l'université. Il est directeur des éditions Rouge Profond, dont le catalogue compte plus de 140 livres publiés depuis 2002, et où il a fait paraître 2 ouvrages sur David Lynch, ainsi que le diptyque Images et mots de l'horreur, et conçu et réalisé un livre DVD, Écriture croisée, parcours raisonné dans les littératures du monde. Il est l'auteur de la Tombeau littérature sur Günter Grass, romancier, et donc du livre dont nous allons parler aujourd'hui, Salman Rushdie, La fièvre du roman. Par ailleurs, il a dirigé 2 collectifs sur Stephen King. Il est également libraire, puisqu'il a cofondé la librairie Lagon Noir à Aix-en-Provence. Et donc il revient aujourd'hui, on va dire, à ses premiers amours, le roman, et en particulier celui de Salman Rushdie. Donc cet ouvrage, La fièvre du roman, est une véritable somme, et en quelques mots resitue Salman Rushdie au carrefour de plusieurs traditions, celle de la littérature indienne, persane, littérature arabo-musulmane, mais également au sein du roman européen, digne héritier de Rabelais, Cervantes et Esther. Et donc il démontre également que Salman Rushdie partage le même creuset que Günter Grass ou Milan Kundera, tradition du roman européen où l'ironie et la labilité des formes en constituent la signature. Mais sans plus attendre, nous allons maintenant franchir la ligne, citer le titre d'un essai de Rushdie et parler donc de transgression des formes, des genres et des frontières. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux de revenir ici parce qu'en plus, ici, vous avez des personnes qui ont beaucoup travaillé sur Salman Rushdie et qui ont été très importantes en France sur les études concernant Salman Rushdie. Pour vous dire d'où ça vient, ça a été une partie de ce qu'on appelait à l'époque un DEA, donc ça doit être un M2 maintenant, et une grosse partie de ma thèse qui était sur le roman international européen, où j'avais travaillé sur Milan Kundera, Günter Grass et Salman Rushdie. Et voilà, ça fait 30-35 ans que je tourne autour de son œuvre, et j'ai fait beaucoup d'articles, j'ai fait beaucoup de conférences, je me suis entretenu avec lui à Aix-en-Provence en 2008, et quand trop c'est trop, quand il a reçu les coups de couteau en 2012, là, je me suis dit, il faut quand même que j'arrive à faire quelque chose qui serait de dire, parce que de nouveau, Salman Rushdie se retrouvait sous les feux de l'actualité concernant l'affaire, la fatwa, etc. Or, à chaque fois, on oubliait de parler du romancier. On oubliait de parler de cet homme qui a écrit des romans importants et qui s'inscrit dans une tradition romanesque. Et c'est pour ça que j'ai très vite trouvé le titre qui est La fièvre du roman. C'est quelqu'un d'enfiévré de ce côté-là, et de son premier roman connu, pas son premier roman publié, mais Les Enfants de minuit en 1981. Et je voulais vraiment reprendre en main tout ce que j'avais pu faire et essayer de voir où on était aujourd'hui, la place de Salman Rushdie dans le champ romanesque. Donc je suis vraiment dans ce cadre-là. Je parle d'un romancier, évidemment qui va croiser des problématiques autres qu'au romanesque, mais on va vraiment parler du romancier, et d'un romancier qui tout de suite, très tôt, a eu une sorte de phrase à la Frankenstein, le docteur Frankenstein, qui consistait à dire que ces romans sont des monstres. Il a très vite fait dans les entretiens cette déclaration où il a conscience qu'il opte pour des romans qui essayent d'avaler des mondes, qui sont des romans qui débordent. Je vous ai mis ici à l'image une citation d'un entretien qu'il avait réalisé au printemps 2024 suite à la publication du Couteau, son dernier récit en date. Et vous voyez, il a une conscience très forte de s'inscrire dans une
une tradition à la croisée des traditions occidentales et orientales, d'une sorte de débordement romanesque. Peut-être première idée, hein, c'est cette idée du débordement, et ce débordement est en soi quasiment politique, hein, c'est une forme d'impertinence, parce que dès que vous êtes dans une forme qui déborde, eh ben, ça déhiérarchise, évidemment, il n'y a pas de forme plus haute que d'autres, il n'y a pas de discours qui soit préservé. Aucun discours ne peut être préservé dans une œuvre qui est celle assumée du débordement. Donc on y reviendra hein, dans cette idée du grand fourre-tout monstrueux. Et ce qui me frappe, c'est que Salman Rushdie, depuis 1981, et malgré une condamnation à mort le 14 février 1989, a toujours continué de créer. Si ceux qui voulaient le faire taire pensaient réussir, eh ben, ils ont complètement raté parce que durant les 35 ans où la fatwa a été maintenue, il a publié 16 livres. Rien que cela, c'est une victoire. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si depuis ses coups de couteau, il a perdu un œil, il a perdu l'usage d'un bras et il a eu un choc énorme. Je ne sais pas s'il sera en mesure aujourd'hui de poursuivre son œuvre d'imagination, mais il n'empêche qu'il est là-dedans. Et quand il est venu à Aix-en-Provence, il nous avait dit, donc il était venu en 2008 à Aix-en-Provence, il avait dit lors d'une fête du livre, il avait dit ceci, que les attaques qui avaient été portées contre lui ne l'ont pas empêché de continuer d'écrire, mais par contre elles lui ont donné une sorte d'hyperconscience. Et je vais vous lire ce qu'il nous a déclaré. Si vous êtes un écrivain dont l'instinct vous pousse à être comique, satirique, il est plus facile d'identifier ce que vous n'aimez pas que ce qui vous attire. La nature de la satire transforme facilement en cible ce qu'on n'approuve pas. Or, à la lumière de la polémique engendrée par mon livre et des dangers réels suscités, il m'a fallu comprendre ce pourquoi je me battais. Quel était le but de cette lutte, de ma résistance? C'est dans cette perspective que je me suis impliqué plus profondément dans les questions de libre expression, du droit imprescriptible de l'imagination, d'aller où bon lui semble. Elle est intéressante, cette déclaration, parce qu'il vous dit d'abord ce qu'il est en tant qu'écrivain, et ce qu'il est dans une tradition du roman, qui vient du roman européen. Il est un romancier, je vais dire poète, il est un romancier satirique. La satire, le comique. Et alors satire au sens de satura. La satire, c'est ce qui mêle plusieurs genres. La satire ménippée, c'est un texte qui mêle plusieurs sources, plusieurs genres, qui n'est pas dans une sorte de prééminence d'une forme plus noble qu'une autre. Et il est aussi dans cette veine comique. On essaiera de voir ce qu'on peut entendre pour cette veine comique. Et pour lui, évidemment, cette affaire l'a conduit sur le terrain de déclaration qu'il n'aurait aimé ne pas investir, qui était de justifier son geste de romancier. Et évidemment, il s'est de plus en plus impliqué dans la liberté d'expression. Je vais vous faire entendre tout de suite un extrait d'un entretien réalisé en 99 à propos des versets satiriques. Very much about what happened to the novel is that because a certain part of the novel was concentrated on ad infinitum in the public discussion, the great bulk of the novel was somehow set aside. And yes, I remember in these years a lot of critics would say about contemporary British writing that it didn't take on the issues of life in contemporary England. Where were the contemporary novels of contemporary life in England? And I kept wanting to say, oh no, I wrote one. There it is, and that's what most of the Satanic Verses is about. It's a novel about London in the middle 1980s, and a response to the society of that time. And I would like it to be remembered, if it's remembered, partly as a novel about migration and partly as a novel about London. You know, and I'm afraid, in my mind, Islam comes a very long way down the list.
Voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'il vous dit très clairement que les versets sataniques, on l'a retenu par le prisme de l'islam. Rappelons quand même que Salman Rushdie est quelqu'un qui a fait ses études en Angleterre en histoire sur l'islam. Sa famille est musulmane et lui-même a travaillé sur le prophète Mahomet dans ses recherches. Dans les versets sataniques, il fait part de ses recherches et de sa lecture des sourates du Coran et de toutes les sourates du Coran. Comme il le fait dans beaucoup de ses romans, l'une des pratiques de Salman Rushdie, c'est de convoquer l'histoire avec un grand H, de travailler sur l'histoire, sur des sphères spatio-temporel de transition, de mélange. Dans la plupart de ses romans, c'est cela. Les versets sataniques, ça mêle trois, si vous voulez, lignes temporelles. L'une liée à l'Ishra, l'une liée au monde de Mahomet, etc., donc le monde musulman. L'autre liée à, il le dit, l'Angleterre des années 80, ce qui est quand même le cœur du roman, où c'est une satire de l'Angleterre de l'époque et comment l'Angleterre à la fois intègre et n'intègre pas ses populations et comment toutes les populations qui viennent des anciennes colonies anglaises, etc., sont sans doute malmenées à Londres. C'est pour ça qu'il dit, mais on n'a pas vu que j'avais fait le roman sur ça. Et il y a une troisième ligne où vous suivez un pèlerinage d'un village. Voilà. Donc, il y a cette idée chez lui en permanence de mêler les milieux. Et je trouve que le mot qui serait important en littérature pour lui, c'est le milieu. Le milieu, mais en le prenant au sens fort. Milieu, être au milieu. Et essayer de tenter d'être toujours sur la brèche, dans le milieu, d'être à la fois un écrivain qui s'exprime dans un monde qui est pour lui, et il l'a déclaré dans une préface qui est reproduite dans Langage de vérité, où il considère que la littérature est un territoire de controverse. Fondamentalement, et que la littérature se doit d'embrasser ce territoire de controverse en étant critique. Alors critique au sens noble du terme. Et il dit que pour lui, il s'inscrit dans la tradition du poète ourdou pakistanais Faiz Adam Faiz, qui est mort en 1984, qui a été un ami proche de la famille de Rushdie, il le raconte, c'est le premier grand auteur qu'il a connu de manière proche et familière. Il dit ceci: en grandissant, j'ai été frappé par sa détermination, donc Ahmed Faiz, à être comme Pablo Neruda, à la fois un personnage privé et public. Auteur de magnifiques poèmes d'amour désenchantés et quelque peu cyniques dans le genre du Ghazal, dont beaucoup mis en musique lui ont valu une immense popularité, mais aussi d'un ensemble de poèmes politiques, engagés, cyniques et désenchantés aussi, et ce double projet public et privé était tout simplement à mon avis ce que le métier exigeait. Voilà. Y a bien cette idée chez Salman Rushdie que la fiction oblige, la fiction engage, et elle engage de manière à être dans une caractéristique qui serait une forme d'urgence. Il a souvent écrit pour lui dans quelque chose qui allait avec l'idée de l'urgence. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ce visuel. Il a réécrit à sa manière les 1001 nuits, parce que 2 ans, 8 mois et 28 nuits, ben, ça fait 1001 nuits. Il y a chez lui le complexe de Scheherazade, c'est-à-dire écrire pour lutter, pour préserver quelque chose. Ça peut être maintenant préserver sa vie, mais il y a cette idée chez lui d'écrire pour retrouver un territoire, une patrie. Et c'est pas pour rien que son premier recueil d'essais s'appelle Patries imaginaires. Parce que pour aller vite, si vous ne connaissez pas Salman Rushdie, il est né le 19 juin 1947 à Bombay, et il a toujours insisté sur le fait qu'il est né dans un sous-continent qui était en transformation. Qui l'a poussé à, d'une certaine façon, changer
de culture, ou la partition du continent indien en 2 nouveaux États, l'Inde et le Pakistan, a coupé sa famille en 2, par exemple. Je pouvais voir la partition, dit-il, les massacres et l'histoire du sous-continent des 2 côtés à la fois. J'étais fier du fait que les lecteurs pakistanais lisaient Les Enfants de minuit pour rentrer en Inde, et les lecteurs indiens lisaient La honte pour rentrer au Pakistan. Et il a vraiment fait ces 2 romans qui se sont enchaînés, 81-83, pour essayer d'embrasser une situation dans laquelle fondamentalement il était inclus, puisqu'il était né à ce moment-là, 19 juin 47, donc août 47, vous avez véritablement la partition, mais il est de ce côté-là. Et il ne cesse de dire qu'il est un écrivain passe-muraille, qu'il est un écrivain, un auteur transfrontalier. Je vous donne une autre citation. Tout à l'heure, mon collègue parlait de franchir la ligne, et il y a un essai qui s'appelle comme ça, Franchir la ligne. Il dit ceci: franchir les frontières de la langue, de la géographie et de la culture, examiner la limite perméable entre l'univers des choses et des actions et celui de l'imagination, abaisser les barrières intolérables créées par les multiples variétés des policiers de la pensée. Ces questions sont au cœur du projet littéraire que m'ont donné les circonstances de ma vie, plus que je ne les choisis pour des raisons intellectuelles ou artistique. Et les circonstances de sa vie tient par exemple à sa naissance à Bombay, où déjà c'est une ville qui est cosmopolite en soi, qui a été fondée au XVIe siècle. Les Portugais se sont approprié les îles de Bahadur Shah et ils ont fait Bombaya, la bonne baie. Et ensuite, il y a eu corruption progressive du nom Maharati en Mumbai, puis Bombay. La colonisation britannique s'est mise par-dessus. Et vous savez aujourd'hui qu'en plus, Bombay n'est plus Bombay, c'est devenu Mumbai, par une sorte de reprise en main intégriste du côté hindou. Voilà. Donc, il y a ce premier chant. Le deuxième chant, voilà, je vous ai mis une très belle photo où vous avez Salman Rushdie qui lit Peter Pan. Peter Pan, par exemple, est un personnage sous-jacent récurrent dans Les Enfants de minuit, avec ses 2 sœurs. Et il dit lui-même dans un article de Patrice Imaginaire que Bombay était pour lui la plus cosmopolite, la plus hybride, la plus méli-mélo de toutes les villes indiennes. Et voilà. Ensuite, très jeune, il a demandé à ses parents de partir en Angleterre. En janvier 61, il a quitté Bombay pour Rugby School. Rugby School, par exemple, Lewis Carroll, il a été élève. Et ensuite, il a basculé du côté de Cambridge. C'est pour ça que vous l'avez entendu, il a cet anglais assez parfait, voilà, très maîtrisé. Il y a connu, pour lui, il le dit souvent, il y a connu une expérience qui a été encore plus fondatrice, qui est celle des préjugés raciaux. Il a découvert la première fois ce que cela faisait d'être l'autre de quelqu'un. Et un autre pas forcément accepté, d'être jugé non sur son caractère, mais sur son origine, sa personnalité, etc. Et il a très très vite fait de ses écrits, dans ses écrits, il a très vite fait une place pour le motif de la migration. J'y reviendrai avec le motif de la métaphore. Voilà. Donc il y a bien cette idée de faire fructifier, du point de vue littéraire et personnel, une traversée comme ça des frontières. Le recueil de nouvelles Est-Ouest, par exemple, est une belle illustration, et vous voyez la citation, il se reconnaît dans cette virgule entre Est et Ouest. C'est un recueil de nouvelles composé de 9 nouvelles, 3 Orient, 3 Occident, et quand il publie le recueil, il publie 3 nouvelles inédites à ce moment-là, Orient-Occident. Et pour lui c'était très important, et d'ailleurs dans l'ultime nouvelle qui s'appelle Monsieur Machin, vous avez ce Monsieur Machin qui se fait le porte-parole de la prise d'opposition de Salman Rushdie. Je vous lis juste cet extrait de Monsieur Machin qui s'exprime. Mais moi aussi, j'avais des cordes autour du cou, je les ai encore, elles me tirent à l'est et à l'ouest. Les nœuds coulants se serrent et m'ordonnent « Choisis, choisis ». Je me cabre, je m'ébroue, je hennille, je rue, je botte. Corde, je ne choisis pas entre vous. Lasso, lac, je ne choisis ni les uns, ni les autres, ni le tout. Vous m'entendez? Je refuse de choisir. Voilà, ça c'est la profession de foi
de Salman Rushdie, et il l'avait répété aussi dans la République internationale des lettres en mars 1994. Je trouve qu'en tant qu'êtres pensants, nous souffrons tous de la maladie du finalisme. Nous essayons toujours de séparer les choses en décennies, commencement, fin, page tournée, révolution, tandis qu'en réalité, il me semble que nous vivons toujours au milieu, dans le milieu. Voilà, c'est vraiment la localisation ultime pour lui, le milieu. Et sa localisation ultime, du point de vue de l'artiste, ça sera le roman. Le roman étant pour lui le genre par excellence du mêlé-milieu. On y reviendra. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il va adopter, par exemple, d'un point de vue des narrations, des figures qui sont toujours dans l'entre-deux. Son premier roman, c'est Grymus, qui vient d'être réédité, qui a été réédité l'an dernier en poche, qui a été longtemps indisponible en français, et Grymus, qui est sorti en 1975, qu'il considère lui-même comme son roman un peu raté, de science-fiction, voire de fantasy, etc., même s'il y a de très belles choses, parce qu'il le trouve trop maîtrisé, trop contrôlé, tout clever, comme on disait hier. Mais vous avez déjà ce personnage qui semble défier le temps, qui est Aigleran, et qui voyage notamment au sein de la Méditerranée, le milieu, qui part dans une quête d'identité, parce que lui-même se sent comme toute identité sans identité. Et en fait, c'est un récit métaphorique, parce que Grymus, il faut le tourner autrement, c'est Simurgh, en fait. Et il s'aperçoit que, comme dans le conte, où un personnage ou des oiseaux sont partis en quête d'une identité, ils se sont aperçus que c'était les 30 oiseaux réunis qui formaient le Simurgh, l'identité totale. Donc il y a ce premier récit qui se met en place. Et alors ce qui est assez frappant, et c'est pour ça que je fais un saut entre ce premier récit et le récit suivant, c'est que chez Salman Rushdie, il y a toujours, je vous l'ai dit, ces moments où on va être dans l'émergence d'une culture ou l'émergence d'un État ou d'un moment. Son dernier roman en date, c'est La Cité de la Victoire, où il revient sur un personnage fabuleux, Pampa Campana, mais qui lui a été inspiré vraiment par une princesse poète du XIVe siècle, Ganga Devi, réputée pour avoir vécu 247 ans dans l'empire de Vijayanagara, dans l'Inde du Sud, et aussi appelé royaume de Karnataka. Et on sait très bien, des écrits sont restés qui montrent que ce royaume avait été fondé essentiellement par des femmes, et qu'à cette époque-là, donc au XIVe siècle, il y avait à la fois des universités pour les femmes, des universités pour les hommes, elles avaient des responsabilités, et Salman Rushdie, ça l'a intéressé d'imaginer cet endroit et de le romancer. Alors c'est très sombre, parce que c'est une utopie qui se transforme en dystopie et qui n'aboutit pas vraiment. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je voulais vous évoquer un terme, peut-être que vous emporterez avec vous, que j'aime beaucoup chez Salman Rushdie, qui est l'expression de la cross-pollination. Dans Patries imaginaires, son premier texte, donc on va dire dans les années 80, il avait dit ceci, pour lui le roman est plus que jamais une forme internationale, c'est la pollinisation croisée qui est partout, et l'une des libertés les plus agréables de l'immigrant littéraire est peut-être celle d'être capable de choisir ses parents. Donc ça, il en parle au tout début, dans un texte qui paraît au milieu des années 80 à peu près. Et cette image, il la reprend dans ce roman, La Cité de la Victoire, où il imagine ce contre quoi doit lutter Pampa Campana, qui est obligée de s'exiler de la ville qu'elle a fondée, et qui se souvient, je cite, que chacun y célébrait les fêtes de tous les autres. C'était ce qu'elle avait voulu pour Biznaga, cette pollinisation croisée, cross-pollination, ce mélange. Et il reprend, et ce phénomène de pollinisation transnationale et interlinguistique, c'est quelque chose que Rushdie remet en permanence sur le métier du roman.
Et ça va très très loin chez lui. Ça va évidemment dans l'idée de mêler des sources. Par exemple, ces 2 romans jeunesse qu'il a écrit, le premier Haroun et la mer des histoires, qui est un roman, qui est peut-être un roman jeunesse, mais il ne faut pas le prendre à la légère, parce que c'est un fabuleux roman qui a déjà sauvé Salman Rushdie en fait. Je vous l'ai dit, 88 sort les versets sataniques, 14 février 89, il a une fatwa qui le condamne à mort, il doit se cacher, on lui propose de changer de visage, enfin tout ce que vous voulez. Il a une pression énorme. Et sa source romanesque se tarit. Or, c'est son fils qui lui rappelle, qui lui avait promis qu'il lui écrirait une histoire. Et il s'est dit, ben, je vais m'accrocher à ça. Je vais écrire Haroun et la mer des histoires. Et Haroun et la mer des histoires, c'est quoi? Ça raconte l'histoire d'un enfant qui va partir dans une quête parce que son papa n'arrive plus à raconter des histoires. Et Salman Rushdie va mêler Satyajit Ray, des contes de Grimm et le Kathasarit Sagara, l'océan des courants des histoires, qui est un recueil de contes populaires de l'hindouisme rédigé en sanskrit au XIe siècle. Et son deuxième fils, vous voyez, 20 ans plus tard, il va continuer, poursuivre l'histoire, Luka et la coupe de feu, et prolonger ce travail-là, de retrouver, si vous voulez, de replonger dans les sources mélangées, mêlées de l'imaginaire et de la création imaginaire et romanesque. Et en ce sens, il a à la fois un pied dans les traditions orientales, mais aussi un pied dans les traditions occidentales. Moi, j'aime énormément aussi ce roman qu'ils appellent La Terre sous ses pieds, 1999, qui est un roman orphique. Vraiment, il reprend le mythe d'Orphée, mais à sa sauce à lui, en plus avec une image de rocker, etc. Parce que ce qui est très frappant aussi chez Salman Rushdie, c'est que il va s'inscrire beaucoup dans l'histoire avec un grand H, mais il n'hésite pas à prendre des éléments extrêmement contemporains. Il va convoquer les séries télé, il va les super-héros, voilà, c'est quelqu'un, les versets sataniques, c'est une narration qui repose avec Djibril, l'ange Gabriel, sur à la fois quelque chose d'angélique, donc de religieux, mais la construction romanesque est structurée par ce point de vue de caméra qu'incarne l'ange Gabriel. Et il fait tout un travail sur le vocabulaire cinématographique mis au service de son roman. Le point de vue panoramique, les plans rapprochés, etc., etc., etc. Et le montage. Et dans ce roman, vous avez véritablement un personnage qui essaye de partir en quête d'un autre personnage de son Eurydice disparu d'une certaine façon, et qui est une manière aussi de traverser l'Inde, l'Occident, et littéralement aussi de traverser la désorientation. Et vous voyez, Salman Rushdie lui donne une étymologie littérale. La désorientation, c'est la perte de l'Est. La perte de l'Est, cette désorientation. Donc on est en permanence chez lui dans un travail de palimpseste. Et le grand roman du palimpseste, à tel point que dans le roman il y a une contrée qui s'appelle la palimpsiste. La palimpstine, c'est le dernier soupir du mort. Magnifique texte. Enfin, pour moi, c'est un des plus grands. The Most Last Sigh. C'est un texte qui à la fois nous embarque du côté du sud de l'Espagne, nous embarque du côté du sud de l'Inde, etc. Où il met en œuvre, Salman Rushdie, une matière fusionnelle, où il met en œuvre toute son obsession pour la vive altérité, le choc des cultures, le mélange. Mais pour lui, il faut faire attention, ce choc des cultures, ce mélange, etc., n'est pas une façon de construire une fiction qui est une fiction de l'escapisme. Ce n'est pas une fiction de l'échappée. Alors, il y a de l'échappée pour nous, on va s'échapper dans des contrées qu'on n'existe pas, etc., mais il fait tout le contraire. Son âme romanesque et son réalisme magique, j'y reviendrai,
n'est pas de la production romanesque pour quitter le sol de la réalité. C'est au contraire essayer de nous embarquer, nous lecteurs, dans des possibles romanesques, au cœur même de tout ce qui bat en brèche les possibles romanesques. Donc ce sont toujours des narrations violentes, où les narrateurs, les figures, les personnages sont violentés en tant que narrateurs, figures, personnages, et on est véritablement là-dessus. Et il imagine, là, un personnage extraordinaire, il y en a tellement dans ce roman, mais d'une peintre, Aurora, qui utilisait l'Espagne arabe pour réimaginer l'Inde et ce paysage terrestro-maritime dans lequel le sol pouvait être fluide et la mer sèche comme la pierre était sa métaphore, idéalisée, sentimentale sans doute, du présent et de l'avenir qu'elle espérait voir évoluer. Juifs, chrétiens, musulmans, parsis, sikhs, bouddhistes, jaïns se pressaient dans ces représentations des bals masqués de Boabdil et le sultan lui-même perdait peu à peu de son réalisme pour apparaître sous les traits d'un arlequin masqué, bigarré, un homme puzzle. Donc il y a ce personnage qui fait ces toiles immenses, qui semble prendre toutes les cultures et qui en plus va peindre sur une peinture déjà présente, la Palimpsestine. Dans mon bouquin sur Salman Rushdie, La fièvre du roman, j'ai consacré tout un chapitre sur le motif de l'eau chez Salman Rushdie, et de la mer, etc. Parce que c'est quelque chose qui est très très présent, où pour lui le milieu aquatique c'est une manière de rebrasser toutes les origines et de polliniser à l'envi ces origines-là et les formes de création. Même quand il a sa période, parce que dans son premier temps, je fais un peu une approche générale, comme ça vous voyez des titres de Salman Rushdie, puis ensuite je me focaliserai sur des éléments. Même dans sa période dite états-unienne, américaine, puisque à un moment donné, il s'est caché d'abord en Angleterre, puis ensuite les États-Unis lui ont ouvert leurs portes pour l'accueillir. Ça n'a pas été simple, hein. Dans son autobiographie, Anton, il raconte tout ce qui lui est arrivé. Et dans ces trois romans américains, on pourrait mettre aussi La terre sous ses pieds d'une certaine façon. Là aussi, il insiste sur les formes mutantes du roman, sur cette tendance à faire en sorte que l'expérience physique, biographique que lui traverse, mais biographique au sens du bios, du concret, de déplacement contraint ou volontaire, en aboutit encore plus à un engagement dans et pour le roman, à sa revalorisation esthétique et éthique, et au contact même d'autres cultures, où on peut croiser par exemple le roman new-yorkais, ou mettre à la sauce états-unienne Don Quichotte. Donc le Quichotte par exemple c'est un road movie d'une certaine façon qui fonctionne plus ou moins, mais dedans vous avez des personnages qui sont issus du Don Quichotte avec le problème de la paternité, de la filiation qui est posé. Et pour moi il ne cesse d'une certaine façon, Salman Rushdie, de créer le roman, de créer du roman avec cette conscience du discours ambiant autour de lui, qui vient des années 80, qui vient d'avant même, de la mort du roman. Et il a le sentiment que c'est un faux débat. Et à ce titre-là, il marche dans les pas d'un grand théoricien et grand romancier, le Mexicain Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, dans Géographie du roman, a fait un article qui s'appelle « Le roman est-il mort ?» Et il dit ceci: « Forme mutante, perméable, le déplacement est consubstantiel à l'art narratif, de l'Odyssée à Lolita en passant par Don Quichotte. La différence avec l'épopée a été soulignée par Bakhtin et Ortega. L'épopée parle de mondes achevés, le roman de mondes en transformation ou en gestation. Le roman est la voix d'un nouveau monde en train de naître. Cette vision dynamique du roman est par ailleurs conforme à la nature inachevée du genre, arène de langage dans laquelle personne n'a dit le dernier mot. » Voilà, là on est, avec cette phrase de Fuentes, on est au cœur de la pensée romanesque
et de la fièvre du roman, c'est pour ça que j'ai appelé ça la fièvre du roman, de Salman Rushdie. Vraiment cette idée que pour Salman Rushdie, il faut déployer une culture romanesque ou un champ d'expression romanesque le plus large possible pour appréhender les réels qu'il met en scène. Par exemple, ici, avec la partition de l'Inde. Permettez-moi de rester un tout petit peu, par exemple, sur les enfants de minuit et essayer de voir comment cela a pu être rendu possible. Dans les enfants de minuit, il y a pour lui la volonté d'opérer la synthèse de l'hétérogène par excellence, et qui est inhérente à l'art du roman, d'évoquer un pays dans à la fois ses invariants et en même temps ses transformations, ses mutations. Le roman d'ailleurs va avoir pour cadre central 1947, la date clé de la partition, mais il revient en arrière d'au moins 30 années, voire plus, non, trentaine d'années, et il va se prolonger 30 ans après. Et à la tête de ce roman, vous avez un narrateur qui s'appelle Salim Sinai, et ça commence par, si vous avez lu « Il était une fois », 3 points de suspension, « Je naquis à Bombay ». Ça commence comme ça, tout de suite par une virevolte, un revirement. Et comme je le montre dans mon étude, l'important sont les 3 points de suspension. C'est-à-dire que ce trou, cette sorte de ligature ou autre qui nous fait basculer d'un monde à l'autre. Il assume à la fois le « il était une fois », mais il s'impose un jeu. Et ce jeu, JE, va être fondamental, parce que c'est celui qui va prendre en compte toute la dimension merveilleuse de l'Inde, avec ses dieux, avec Shiva, Parvati, etc., tous les personnages qui reviennent. Mais en même temps, ce jeu qui nous parle, on vous dit d'emblée, ne me faites pas confiance. C'est un jeu qui s'exprime depuis une conserverie de condiments, qui est écrit dans un mode d'urgence d'écriture parce qu'il est en train de se dégrader. Il est écouté par une femme qui essaye de le maintenir plus ou moins en vie. Il vous dit qu'il a des souvenirs qui sont partials et il vous mène en bateau concernant par exemple sa généalogie. Donc, unreliable, vous voyez, le narrateur qui n'a absolument pas... Ben ça, cette tradition, d'un côté la tradition du « il était une fois », du conte indien, et de l'autre cette tradition-là de « il ne faut pas faire confiance ». Il est allé puiser ça dans un roman qui est un roman fondateur pour Salman Rushdie, qui est un roman fondateur de la modernité romanesque du XXe siècle, pardon, parce qu'il faut savoir de quoi on parle, c'est Le Tambour de Günter Grass, 1959. Quand vous ouvrez Le Tambour de Günter Grass, vous ouvrez par un personnage qui écrit depuis un asile d'aliénés, qui s'appelle Oscar Mazerat, et qui vous écrit depuis un asile d'aliénés, donc déjà en tant que lecteur, vous pouvez, et qui vous raconte qu'il a eu des dons, qu'à l'âge de 3 ans, il est volontairement tombé dans un escalier, qu'il a arrêté de grandir, complexe de Peter Pan, et qu'il a le don vitricide, c'est-à-dire qu'il fait se briser les vitres, etc. Et que durant son histoire à Danzig, qui ensuite est devenu Gdansk, il a un peu malmené par son don vitricide certaines réunions du Reich, des nazis. Voilà. Dans les deux cas, on a 2 personnages, et de son côté, Salim Sinai est atteint aussi de pouvoir, notamment il peut rentrer en télépathie avec les 1001 enfants de minuit et résister d'une certaine façon à ce qui lui arrive, l'histoire, etc., etc. Donc ce qui est frappant, c'est que Salman Rushdie s'inscrit dans la veine du roman comique, du roman grotesque qui avale, qui est dans une forme de dépense improductive, comme on dit, concernant le roman de la grande forme, qui est caractéristique de la verve rabelaisienne, par exemple.
Rabelais, vous savez que Milan Kundera en fait un des fondateurs du roman. Même si Gargantua, Pantagruel, on peut peut-être se poser les chroniques gargantuesques, on peut se poser la question de la forme, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ce qu'avait fait Günter Grass. Günter Grass avait pris comment dire, sur ses épaules l'héritage rabelaisien, sauf qu'il l'avait fait depuis une perspective scalaire complètement différente. Chez Rabelais sont des géants, ce qu'a fait Grass, il a pris des nains. Mais il fait la même chose. Et Rushdie fait la même chose avec ce personnage de Salim Sinai qui va considérer l'histoire de son pays, du sous-continent indien, depuis sa petite place, et créer une sorte de monde où tout est, comment dire, tout est mis à égalité. Tout est soumis à une forme de relativité. Hein, j'avais travaillé sur l'idée de la relativité romanesque, c'est-à-dire que tout discours, quel que soit le discours, politique, social, religieux, etc., et par ce travail romanesque de mixion, de mélange, etc., tout discours ne peut plus se déclarer comme dominant. Et dans ce travail de débordement, il y a l'idée que on est dans un monde où la forme empêche empêche l'instauration de la pureté. On est dans l'impur. Alors là, je vais vous faire écouter une autre déclaration de Salman Rushdie concernant cette impureté, et on pourra aller un peu plus loin. Donc, Rushdie, impureté. Draws together influences from all over the world. And there they are. You know, I long ago rejected the idea of kind of pure culture. You know, and in a country as multiple as India, anyway, it's if you like, it's kind of a dangerous idea. You know, the people who talk about pure culture are Hindu fanatics. I think if you look at the history of the 20th century, whenever people start talking about purity, you know, other people start dying. Whether it's the Nazis wishing to get rid of the Jews, whether it's ethnic cleansing in Bosnia, cleansing, there's an idea of purity. Do you know what I mean? The moment people start, I've come to think of purity as the most dangerous idea of the 20th century. And one which I think in my writing I've always tried to counter by writing, if you like, impurities. You know, I think little dirt, you know, always beneficial, in my opinion. Look out for clean people. That's my advice. So I think, you know, there's no such thing as a pure culture in India now or before. You know, all Indian culture is inextricably mixed up with England, now with America, you know, with China, with the world. You know, and that mixture, that if you like, meaty savage, you know, is something that happens in the home country. It doesn't only happen when people leave the home country. It happens there itself. And that was my experience growing up. Voilà, donc là c'est clair. Hein, l'avantage avec Salman Rushdie, c'est que les choses sont dites très clairement. Ça fait du bien. Donc, on va regarder un peu plus loin cette idée de pureté ou de combattre la pureté. L'une des phrases qui apparaît dans les premières pages de Satanic Verses, des versets sataniques, vous savez, ça commence littéralement par une chute d'un avion qui a explosé en vol, et vous avez deux personnages qui chutent et qui n'arrêtent pas de tomber, et qui parlent en même temps, qui chantent, etc. etc. C'est extraordinaire cette entrée en matière. Chez Salman Rushdie, il y a
dans tous ses romans, une énorme évocation de l'axe de la verticalité. Parce que c'est l'axe de la spiritualité, et c'est pour ça que, par exemple, la figure angélique, elle est permanente chez lui. Et ça va jusqu'au Jacob's Ladder, enfin, l'échelle de Jacob, etc., etc. Et là, vous avez cette phrase que je trouve magnifique, hein. Comment la nouveauté vient-elle au monde? Comment naît-elle? De quelle fusion, de quelle traduction, de quelle conjonction est-elle faite? Quel compromis, marchandage, quelle trahison de sa nature secrète doit-elle opérer? Et vous avez véritablement ce narrateur qui se pose la question, hein, qui accompagne ces personnages en train de tomber, et cette idée que comment le roman, et c'est la question que se pose à l'intérieur même du roman celui qui raconte, comment le roman peut prendre en charge l'expression de ce monde de fusion, de transition, et comment. Alors par la langue d'abord, hein, c'est pour lui raconter ses débordés et mettre le verbe sans dessus-dessous. Hein, alors je ne m'attarderai pas trop parce que là il faudrait faire toute une conférence là-dessus, mais il y a une énorme plasticité de la langue, de l'anglais, de l'English, H-I-N, de l'English rushdien. C'est quelqu'un qui tord l'anglais, qui le nourrit, il a souvent dit que pour lui l'anglais c'était la langue qui naturellement dans laquelle il s'est exprimé, parce que lui-même parle un l'ourdou, et il dit mais si j'avais écrit en ourdou j'aurais été lu par qui? Voilà. Donc et par contre il lui donne une extrême élasticité, plasticité, et il a utilisé par exemple beaucoup un dictionnaire qui est très connu, qui est le Hobson-Jobson, où il y a une sorte de méli-mélo linguistique. Bon, il y aurait tout un travail à faire, et Dernier soupir du mort, alors là on atteint des degrés incroyables, où il y a énormément de néologismes, de mots valises. Parfois vous avez même des phrases valises, voilà. Chapeau au traducteur, c'est ce que c'est traduire Salman Rushdie, c'est compliqué pour cela. Donc ça passe, pour rendre compte de ces compromis, ça passe par la langue, ça passe évidemment par ces histoires, comme il le dit dans le Dernier soupir du mort, cette tragédie de la multiplicité détruite par la singularité, la défaite de la multitude par l'unique. Il va toujours aller voir, il va toujours poser sa caméra, je le fais exprès parce que c'est souvent une narration cinématographique qui mène, il va toujours voir les endroits où triomphent des formes de coercition, des formes de destruction du multiple par ce qu'on considère comme la pensée unique ou l'un. Et il y a vraiment cette idée-là. Et pour moi, quand on est dans cette ouverture-là, voilà, je vous ai remis ici la pollinisation croisée, mais pour moi, quand on est dans cette ouverture-là, on est au cœur de ce que Milan Kundera qualifie dès 1986 l'art du roman. Vous savez qu'il y a 1986 l'art du roman et les Testaments trahis 1993, où vous avez ce beau texte Le jour où Panurge ne fera plus rire, qui était un texte de défense de Salman Rushdie. Ils n'étaient pas nombreux, hein, les écrivains, à être montés au créneau quand Salman Rushdie était condamné à mort. Hein. Roald Dahl avait dit, il a bien cherché. Hein, voilà, regardez certaines choses. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'écrivains qui s'étaient un peu mouillés. Et Kundera y était allé, il avait fait ce texte extraordinaire sur le jour où Panurge ne fera plus rire. Et il disait, mais si on ne défend pas Rushdie, on perd la tradition comique du roman. On perd quelque chose. Et dans l'art du roman, vous avez cette phrase que je considère importante, et pour des étudiants ou des gens qui travaillent sur le roman, pour moi c'est presque vital. Le roman n'examine pas la réalité mais l'existence. Et l'existence n'est pas ce qui s'est passé, l'existence est le champ des possibilités humaines. Tout ce que l'homme peut devenir, tout ce dont il est capable. Les romanciers dessinent la carte de l'existence en découvrant telle ou telle possibilité humaine. Il faut donc comprendre et le personnage et son monde comme des possibilités.
Voilà, je trouve ça lumineux. C'est-à-dire que pour Milan Kundera, bien sûr qu'il y a la tradition du roman réaliste, etc., etc., mais le roman est là pour considérer l'existence. Et c'est cette existence qui est du côté du mélange, comment dire, de l'incohérence. Parce que toute notre existence, elle est faite de décisions qui ne sont pas toutes cohérentes. Et des formes de cohérence, elles sont souvent magnifiées dans des romans naturalistes ou réalistes, etc. Mais pour Rushdie et pour Kundera, ce n'est pas ça pour eux le cœur du roman. Le cœur du roman, il est ailleurs, dans ces dispositifs du roman que je vais évoquer maintenant, qui est important. J'espère que j'ai encore un peu de temps, oui. Il est quelle heure ? Voilà. Ah ben ça va, super. Que je vais évoquer et qui est très important et qui apparaît dans son dernier recueil de textes qui s'appelle Langage de vérité. C'est la notion de roman protéin. Il y a 2 essais dans lesquels vous pouvez vous plonger, qui sont importants. C'est Contes fantastiques, d'un côté, dans ce recueil, Langage de vérité, et de l'autre, Proté. Alors, donc, et ce sont des cours qu'il avait donnés à l'université d'Emory aux États-Unis. Et c'est intéressant parce que quand vous les lisez en parallèle, vous voyez le noyau radiant de la création romanesque chez Rushdie et de cette création romanesque qui est du côté du réalisme magique. On va y revenir. Il rappelle dans Contes fantastiques, prenons le premier texte, sa préférence ancienne pour les histoires emplies d'impossibilités magnifiques. Ce qu'il appelle des histoires emplies d'impossibilités magnifiques. Est-ce que c'est le cas ? Voilà, on reviendra et je vous montrerai un extrait vidéo. Je cite ces histoires. Elles n'étaient pas vraies, mais tout en ne l'étant pas, disaient la vérité d'une manière parfois plus belle et plus mémorable que des histoires qui se réclamaient de la réalité. Ces histoires n'avaient pas non plus besoin de se passer au temps jadis. Elles pouvaient se passer maintenant, hier, aujourd'hui ou le surlendemain. Donc il y a chez Rushdie une évidence de l'irréel. Parce que pour lui, l'irréel n'est pas différent du réel, n'est pas contre le réel. L'irréel fait partie du réel et le surréel, pour lui, c'est cette étrangeté du monde rendue visible. Le surréel, c'est cette étrangeté du monde rendue visible. Et la création romanesque est particulièrement bien placée pour révéler cette étrangeté du monde et la rendre visible. Il y a vraiment cette idée-là pour lui. Il n'y a pas un gap entre réel et irréel. L'un et l'autre sont concomitants. Et on a eu tendance, peut-être, dans certaines cultures, etc., à atténuer des éléments qui seraient plus du côté du réel, de l'irréel, pardon, des contes qui pourraient apparaître comme extraordinaires, mais qui sont toujours peut-être là sous-jacents. Dans Proté, le deuxième texte, il précise se ranger sans hésitation du côté de l'autre grande tradition, cette autre sorte de littérature, celle qu'on pourrait qualifier de protéenne et qui est plus réaliste que le réalisme parce qu'elle correspond à l'irréalité du monde. Et il prend les figures de Proté parce que c'était ce demi-dieu qui avait la capacité de se transformer, etc. Autrement dit, je le cite, « Si l'intention de l'artiste, de l'écrivain est de créer une réaction au monde aussi vraie et aussi honnête que possible, si son intention est d'employer les meilleures ressources du langage et de l'imagination pour élaborer une réponse artistique à partir du sentiment qu'il a d'être en vie dans ce monde, et s'il reste fidèle à cette intention, ce qu'il produira sera une œuvre réaliste, qu'elle soit pleine de dragons et de balais, ou de bureaux et d'éviers de cuisine. » Donc il y a bien cette idée d'une intention de plonger au cœur d'une forme d'irréalité qui est là dans le monde.
Et du coup, il a le sentiment, enfin, l'œuvre elle-même doit donner le sentiment que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Tout autour de nous nous dit, mais non, ce ne sont qu'à fabulations, etc., etc. On est du côté de ce qu'il appelle une littérature de la précarité. On est du côté d'une littérature où même les personnages de fiction eux-mêmes, à l'intérieur des fictions, peinent à accepter ce qu'ils affrontent. Je vous donne un exemple. Dans 2 ans, 8 mois et 28 nuits, sa réécriture des 1000 et une nuits, vous avez Geronimo, un jardinier, qui est embarqué dans une folle histoire avec une créature des temps anciens, un être venu de l'imaginaire. Et il réagit en citoyen du monde d'en bas, en ayant plus qu'assez des fabuleuses hauteurs. Comment s'y retrouver dans les histoires qui prolifèrent tellement que la digression finit par apparaître comme le véritable principe de l'univers, que le seul véritable sujet, c'est la façon dont le sujet ne cessait de changer. Les fictions de Rushdie, vous avez, et parfois c'est ce qui désarçonne des personnes, vous avez des régimes de représentation, des régimes figuraux, c'est-à-dire attachés à des figures de personnages, des régimes de représentation qui ne cessent de se métamorphoser, de changer. Il n'y a pas un endroit où on vous dit, voilà, là, repose-toi, c'est une assise stable. L'instabilité est au cœur de la création roujdienne. Parce que c'est à ce titre-là qu'on pourra vivre au plus près de ces réalités protéennes. Comment vivre, toujours pareil dans 2 ans, 8 mois, comment vivre dans cette folle situation où rien ne restait semblable pendant 5 minutes, où aucun récit ne pouvait être mené à son terme, tout perdait sens dans un tel contexte, ne restait que l'absurdité, l'absence même de sens, devenait la seule signification à laquelle se raccrocher. Alors, ça, c'est un des personnages qui se pose la question, parce qu'évidemment, l'intention de Rushdie, c'est de ne pas simplement produire du non-sens ou de l'absurde. Mais il est aussi conscient, pour lui, des puissances du roman protéen et de la littérature de l'instabilité, qui peut à la fois partir de la fiction dite sérieuse et en même temps être du côté de l'imagination fictive pour essayer de tenir tout cela ensemble. Et en même temps, mettre en scène toutes les forces de la défabulation, toutes les forces du désenchantement. Là, je viens de vous donner un peu la configuration majeure romanesque de Salman Rushdie dans n'importe quel de ses romans. Je vais vous faire écouter ce que dit Rushdie sur le réalisme magique, et ce sera la dernière vidéo le concernant. I mean, I love that writing. I don't think it's quite what I do, because it's not where the impetus comes from. It may have some surface similarity, you know. And what I would say is, I think a mistake is made by many literary commentators when they talk about literature. They confuse technique and intention. You know, that's to say, realism is not a technique; it's an intention. You know, if you set out realistically, or to give what you see as a real portrait of the world you live in, that's realism. Now, in order to do it, you may or may not use entirely naturalistic techniques. You know, and I think this kind of what I would call visionary realism is, I think, the real literature of the 20th century. And I think if you look at everything, Joyce, Proust, Kafka, Nabokov, Borges, they all have this quality that what they're offering you are their visions of the world. You know, and those visions might often be expressed by the use of non-naturalistic technique or material. You know, but the purpose is to represent the world. You know, and it seems to me that's what I mean by realism. When you have novels about 2 or 3 people having love affairs in a suburban town, that strikes me as a fantasy novel. You know what I mean? Because that's not about anything. That's not about the world we live in. That's escapist. You know, Arga sagas, they're escapist. Women's romantic fiction, that's escapism. And as I say, you know, the Hampstead novel and so on, these kinds of things, that's what I would call not realistic.
because their intention is not realistic. Their intention is escapist and to entertain and so on, and why not? You know, I mean, that's fine. But if we're defining realism, it is wrong to define realism by a set of rules. If you look at, for example, Dickens, you have an amazing effect in Dickens, which I admire a lot, and I've actually tried to borrow, which is the use of a fantastically naturalistic background and a completely surrealistic foreground, so that you have a London, or a context in Dickens, where it's so accurate that when characters walk down the street having a conversation, you could walk down that street having that conversation and you would go the same distance. You know, Dickens would actually do that. He'd walk down the street speaking the characters' lines in order to make sure they could get from here to there while having that conversation. So there's this maniacal hyper-realism of background. And on top of it, there are, first of all, these surrealist characters who are much larger than life, and also completely surrealistic imagery, like, you know, the Circumlocution Office, you know, the government department whose purpose is to do nothing. Jarndyce versus Jarndyce, you know, a court case that never ends, that goes through generations. Completely Garcia Marquez idea. You know, the incredible image of the dust heaps in Our Mutual Friend. You know, a city literally dwarfed by the shadow of its own refuse. You know, these are ideas which, if they were done in a painting by Salvador Dali or Magritte, or if they were in a movie of Buñuel, you would easily recognize as surrealistic ideas. You know, and the reason we don't call them that is because they're embedded in this fantastically well understood and real context. You know, and that's a way of writing, in my view, about the real world. It's something that I also, I think, a little bit try and do. Passionnant, hein, c'est une leçon de littérature. Et vous voyez bien hein, cette idée que ce n'est pas une technique, c'est une intention. Et d'une certaine façon, c'est pas d'une certaine façon, Salman Rushdie est un écrivain réaliste. Et réaliste et magique. Il a évoqué Garcia Marquez, ses 100 ans de solitude, évidemment. Et ce qui est fabuleux, parce que c'est à l'agrégation littérature comparée, il y a le réalisme magique cette année, avec Les Enfants de minuit, 100 ans de solitude, et il y a Nanke, La fille du temps, je crois. Ce qui est très intéressant concernant ces trois auteurs-là, ils citent tous Dickens. Tous. Et exactement comme le fait Salman Rushdie. C'est-à-dire que c'est cette idée qu'il y a un hyper-réalisme quasiment tatillon chez Dickens de la description, pour inscrire des choses qui, d'une certaine façon, je le vois un peu comme ça, dérapent ou prennent une autre direction, font que vous allez dans un imaginaire qui explose. Mais ça, c'est l'origine du réalisme magique. J'aimerais revenir là-dessus parce que grosso modo, il y a deux orientations du réalisme magique. Mais prenons la première qui est souvent ignorée et qui est très importante. Le mot réalisme magique vient de l'allemand, Magischer Realismus, qui a été locution, la première fois qu'apparaît la locution réalisme magique. Il y avait des locutions réalisme poussé, enfin voilà. Mais réalisme magique, ça apparaît en 1925. Dans un texte de Franz Roh, R-O-H. Nach Expressionismus, Magischer Realismus, Probleme der neuesten europäischen Malerei. Oui, il assiste à une exposition sur la peinture européenne contemporaine. Et dans cette exposition, on expose beaucoup d'objets peints. Il fait tout un article passionnant sur, d'un coup, une présence inédite des objets représentés. Au-delà des couleurs, des formes, des textures, il a le sentiment que des objets qui pourraient être anodins apparaissent différemment. Une chaise, une table, etc. Et pour lui, s'ajoute à l'objet représenté une magie sensorielle. Une magie sensorielle. Et il invente ce mot, Magischer Realismus, pour traduire l'émerveillement éprouvé face à, alors c'est génial par rapport à ce que je vous ai lu tout à l'heure de Kundera, face à l'existence de cet objet. Rappelez-vous tout à l'heure, le roman est là pour dire non pas le réel, mais l'existence. Même des objets dans leur réalité la plus nette et la plus vue.
C'est comme s'il y avait pour lui une mise en relief, une intensité sensorielle saisie par l'art de cet objet. Et là, il dit, ben, on a l'impression d'être dans quelque chose qui est de l'ordre du réalisme magique. Mais c'est ça, le réalisme magique rougendien, une partie du réalisme magique rougendien, c'est ça. Ce n'est pas tant de simplement vous raconter des choses extraordinaires, c'est de porter un regard intensifié sur un épisode, sur quelque chose, où la prose va traduire, travailler sur une représentation particulière qui intensifie les choses. Et chez Roujdi, par exemple, ça passe par la métaphore. Je vous ai dit tout à l'heure, je reviendrai sur la métaphore. Chez Roujdi, ça passe par la métaphore, qui pour lui est une manière de délimiter, définir, délocaliser les formes et les figures de sens. Parce qu'il associe la dynamique métaphorique à l'émigration. Cette autre manifestation existentielle pour lui, de la faculté d'engendrer la nouveauté et un regard nouveau sur les choses. Je vous lis son article Günter Grass dans Patries imaginaires. Le mot même de métaphore, avec ses racines grecques portées au travers, décrit une sorte d'émigration, celle des idées vers les images. Les émigrés, des hommes portés à travers, born across humans, sont des êtres métaphoriques dans leur essence même. Et l'émigration vue comme métaphore est partout autour de nous. Nous traversons tous des frontières. Dans un sens, nous sommes tous des émigrés. Et ça, c'est un texte qu'il avait fait dans les années 80. Donc, il y a bien cette idée que le processus, pour lui, métaphorique, est indissociable du changement par la fusion. C'est-à-dire ce défi relevé par l'être qui traverse les combinaisons culturelles nouvelles, les temps hétérogènes, l'impureté. Et c'est dans cet esprit que pour lui, il travaille à un tissage métaphorique qui rend son errance au langage. Qui rend son errance au langage. Qui sort certains mots de certains sens précis ou de certains contextes pour les mettre dans d'autres contextes. Il y a tout un travail comme ça qui est très intéressant. Et dans Les Enfants de minuit, à un moment donné, Salim Sinaï, qui est le narrateur, vous vous rappelez, il est rompu à l'usage des métaphores, il ne cesse d'en faire. Et il éprouve le besoin de se justifier de l'emploi de ces métaphores. Et il dit, c'est pour coller aux événements, à l'histoire de la nation, voilà. Il dit ceci. La réalité peut avoir un contenu métaphorique. Cela ne la rend pas moins réelle. 1001 enfants sont nés, et il y avait 1001 possibilités qui n'avaient jamais existé auparavant, en un lieu et un moment. Et il y avait 1001 cul-de-sac. Les enfants de minuit peuvent avoir pour but de représenter beaucoup de choses en fonction de votre point de vue. On peut les considérer comme une dernière manifestation de tout ce qui est désuet et rétrograde dans notre nation infestée de mythes. Infestée de mythes, donc il y a un jeu, voilà. C'est bien rendu dans la traduction française au passage. Et donc l'échec est hautement souhaitable dans le contexte d'une économie du XXe siècle en pleine modernisation. Ou comme un véritable espoir de liberté, qui est maintenant éteint à jamais. Mais ils ne doivent pas devenir la création bizarre d'un esprit désordonné et malade. Parce qu'en plus, c'est jamais simple, je vous dis. C'est qu'en plus, il maintient que vous avez peut-être affaire à un esprit désordonné et malade. Mais qui essaye de vous dire, mais mes métaphores, elles sont existentielles, elles disent des choses vraies, etc. Donc on voit bien que la métaphore s'aventure sur le terrain mouvant du lien suspendu, du lien en train de s'opérer, sur les intervalles, les intervalles, les interfaces, les interstices, dans le travail chez Salman Rushdie. Et il y a bien cette idée que le réalisme magique est une intensification d'un regard porté sur le réel. Même si, deuxième tendance du réalisme magique, il peut y avoir aussi convocation du merveilleux dans la réalité. En faisant de l'imagination le principe organisateur et non pas incident. Alors là, c'est contre Aristote. Parce que c'est bien beau Aristote, mais il nous a, comment dire, il nous a un petit peu savonné la planche du roman. Dans Aristote,
En plus, on n'a que la première partie. C'est bien dommage. Peut-être qu'il aurait dit d'autres choses dans la partie comique. Vous savez que Aristote, on a la tragédie, mais il a écrit sur la comédie. Mais c'est perdu. C'est le sujet du Nom de la Rose. Hein. C'est de ce livre-là dont on parle, dans le Nom de la Rose. Mais chez Aristote, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a beaucoup de hiérarchisation chez Aristote. C'est lui qui a mené ensuite à la règle des 3 unités, théâtre classique et tout ça. Je ne jette pas la pierre à Aristote, hein, mais je jette la pierre à ce qu'on a fait d'Aristote après coup. Et il dit très bien dans sa poétique, Aristote, que l'imagination est un principe incident. Ça vient après. Ce que font les romanciers du réalisme magique, ils font de l'imagination le principe organisateur. Premier. Et c'est quelque chose qui a été promu par le réalisme magico des écrivains latino-américains. 100 ans de solitude. Voilà. Dans 100 ans de solitude, vous avez dans ce village de Macondo, une personne qui d'un coup peut s'élever dans les cieux, les autres la regardent comme si c'était quelque chose de naturel. Vous pouvez avoir d'un coup du sang qui s'écoule, qui part d'une maison, qui s'écoule, qui traverse toutes les rues, etc., pour arriver à une personne et elle dit « Ah, il est mort ». Et c'est vécu comme quelque chose de naturel. C'est ça le principe organisateur. Voilà. Donc il y a bien l'idée qu'à ce moment-là, si on fait advenir comme principe organisateur l'imagination, l'œuvre va à ce moment-là présenter une dualité interne. La coexistence de l'imaginaire et du quotidien, sans qu'une polarité s'impose ou exige une solution. Hein, c'est Carlos Fuentes qui le dit. Ainsi apparaît le paradoxe d'un oui et d'un non, ou, comme il le dit, d'un oui avec un non. Hein, Carlos Fuentes parlant du réalisme magique. C'est bien cela. Hein. Et pour Alejandro Carpentier, le merveilleux est considéré comme une donnée indiscutable. Ce merveilleux surgit du réel, qui est poussé dans ses derniers retranchements. Je vous lis, il jaillit d'un dérèglement inattendu de la réalité, le miracle, d'une révélation privilégiée de la réalité, d'un éclairage inhabituel ou singulièrement favorable des richesses inédites de la réalité, d'un élargissement des échelles et catégories de la réalité, perçu de façon particulièrement intense en vertu d'une exaltation de l'esprit qui le mène à une sorte d'état limite. Voilà, on est là, c'est ça le réalisme magique pour Rushdie, hein, et pour ceux avec qui il dialogue hein, depuis ses débuts. Voilà. Et Salim, par exemple, dans Les Enfants de minuit, avec son nez incongru, avec ce cordon qui s'est faufilé dans sa narine et qui lui a permis de se connecter à toute l'Inde et à l'Assemblée des Enfants de minuit, enregistre les états limites de l'Inde. Et l'histoire, elle est rocambolesque, elle est brinque-ballante, mais elle accueille des vérités. C'est une étrangeté d'être qui convertit en matière fictionnelle une instabilité réelle. Hein, voilà. Il y a bien cette idée-là, un peu comme une tectonique des plaques, vous voyez, ça bouge. Et ça peut aboutir à des tremblements imaginaires, etc. Dans La Honte, vous avez le narrateur qui dit ceci: « Et moi, comme tous les migrants, j'ai beaucoup d'imagination, j'invente des pays imaginaires et j'essaie de les superposer à ceux qui existent. » Voilà. Hein, il y a vraiment cette dimension-là qui est très très importante chez Rushdie, et ça va avec... je terminerai là-dessus parce que comme ça on pourra échanger, c'est à peu près ça. Et ça va avec l'essence même du roman, tel que Miral Bakhtin, par exemple, l'a évoqué, soit dans son ouvrage sur le carnavalesque, soit dans son essai sur le roman, proprement dit. C'est-à-dire que pour lui, il y a l'idée que la réalité romanesque n'est pas là pour incarner la totalité de ses... Alors, je vous le lis comme ça. Il n'existe pas de forme
qui pourrait incarner la totalité de ses possibilités. Donc ça, c'est Esthétique et théorie du roman par Bakhtin. Il n'existe pas de forme qui pourrait incarner la totalité de ses possibilités et exigences humaines, où il pourrait aller jusqu'au bout de lui-même, jusqu'à son dernier mot, comme le héros épique ou tragique, qui pourrait remplir à ras-bord, mais sans en déborder. Il reste toujours un excédent d'humanité non réalisé, toujours demeure la nécessité d'un futur, de sa place indispensable. Tous les habits existants sont trop étroits pour l'homme et donc comiques. Vous voyez, il y a bien cette idée que les autres formes dont il parle, ce sont des formes qui se referment, ce sont des formes qui aboutissent à une forme de conclusion ou autre, mais dans le roman, il y a cette impossibilité de fermer, d'être... et on est toujours dans l'idée d'un débord possible. Et c'est ce qui rend comique les choses, instables. Et je terminerai par une citation de Roujdi dans Prothée. Roujdi, « Voilà avec quoi je me bats, cette grande masse informe qui change sans cesse et qui n'est pas capable de s'accorder elle-même sur sa véritable nature. Voilà à quoi j'essaie de donner forme. Et je préfère accorder ma confiance aux auteurs qui reconnaissent l'existence de cette bataille, qui vous font comprendre que toute forme qu'ils imposent à cette masse confuse n'est que provisoire, que leur vision personnelle du monde vient s'interposer, qu'il est très difficile de sortir du cadre. Il vaut mieux leur faire confiance dans l'ensemble, plutôt qu'à ceux qui prétendent que le monde est solide comme un roc, même si les rocs s'écroulent parfois, et aussi sûr qu'une maison, même s'il arrive aux maisons de vaciller et d'exploser. » Voilà, je terminerai là-dessus et pour ouvrir à la discussion. Je pense qu'on a à peu près du temps. Oui. Ah, parfait. Très bien.